Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes de retour sur les ondes, comme d'habitude, le lundi soir. Et là, c'est encore un petit peu plus tôt que d'habitude. Comme vous le savez, quand on a un invité, eh bien, c'est l'occasion de venir 2 heures plus tôt. Donc, c'est la raison pour laquelle, eh bien, nous allons démarrer dans quelques instants. Oui, j'ai un peu traîné parce que aujourd'hui, eh bien, notre invité a légèrement de retard et puis de la traductrice aussi. Ben, comme ça, ce sera l'occasion de pouvoir papoter un petit peu avec vous et de pouvoir vous parler eh bien, de certaines choses qui sont intéressantes dans la mesure où nous allons ce soir parler notamment de dirigeables. Et si on parle de dirigeables avec notre ami Fedor, eh bien, c'est que il y a quelque chose dans l'air. C'est calme de dire. Donc, en attendant, eh bien, que notre invité arrive, je ne sais pas si vous étiez au courant, mais avec Barbara, nous avions eu l'occasion de faire un vol en dirigeable, donc il y a quelque temps de cela. Et je vais donc ce soir eh bien, vous proposer pour démarrer cette soirée, en attendant nos invités et notre traductrice, eh bien, de vous faire part de de ce vol que nous avons donc effectué avec Barbara pour vous montrer ce que c'est qu'un dirigeable et à quoi ça peut ressembler une fois qu'on est en l'air. Donc, je pense que ça aussi, ça peut être intéressant. Plus, ça permet à tout un chacun de venir rejoindre ce webinaire parce que tout le monde n'est pas forcément connecté à l'heure pile poil, parce qu'il y avait aussi une petite salle d'attente qui s'était mise en place, donc que je n'avais pas remarqué. Donc, ben, toutes mes excuses, mais en tout cas, vous êtes les bienvenus. Soyez là et surtout appelez bien tous les gens qui sont susceptibles de se connecter à se connecter maintenant, parce que dans quelques temps, eh bien, nous allons démarrer ce webinaire. Ça va vous laisser un petit peu le temps bien de vous connecter, hein, parce que souvent vous mettez un petit peu le temps de la mise à jour de l'application, de rentrer des codes et tout. Eh bien, voilà, nous sommes là et nous allons pouvoir vous montrer une petite vidéo qui concerne donc les dirigeables, parce que ce soir, nous allons parler de ce sujet-là avec notre invité Fedor, qui va arriver dans un instant. Sachez également que nous allons raccourcir ce soir un petit peu l'émission, parce que même s'il y aura certaines questions qui seront posées dans le chat, eh bien, on va vite le clôturer, sachez-le, parce que il y a beaucoup de temps. Fedor n'a pas beaucoup de temps à rester, donc ce sera l'occasion, eh bien, d'avoir quelque chose d'intensif avec des réponses rapides. Lorsqu'il sera en ligne. En attendant, eh bien, moi, je vous propose de faire un petit tour en Allemagne. Oui, tout à fait, c'est en Allemagne que nous avons été faire ce petit tour à l'époque. C'était cet été. Eh bien, ainsi, je voudrais vous parler de ce voyage que nous avons pu effectuer en dirigeable avec Barbara. Nous voici d'ailleurs dans ce dirigeable avec le pilote et puis la magnifique vue sur ce que l'on appelle le lac de Constance. Si vous ne connaissez pas, c'est un lac qui se situe donc en Allemagne. Et la petite île que l'on voit là à travers le cockpit, eh bien, ça s'appelle l'île Mainou. C'est une île de fleurs où les gens vont visiter, mais habituellement, ils vont à bateau, avec un bateau. Vous voyez d'ailleurs un bateau qui est en train de se diriger vers là-bas. Et nous étions en l'air en train de regarder tout ça. Alors, pour que nous puissions démarrer tout à l'heure avec notre invité, tout de suite, moi, je vous invite à retrouver une petite vidéo qui va retracer ce que nous avons fait lors de ce vol. Je vous souhaite une bonne vidéo et on se retrouve tout de suite derrière avec notre invité. À tout à l'heure. Ah, bonjour mes amis. Eh bien oui, aujourd'hui, on a l'occasion d'avoir une journée un peu spéciale. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que, en tant que partenaire national Solar Group de la France, j'ai l'occasion de pouvoir faire un vol en dirigeable. Oui, vous le savez, nous avons un projet incroyable qui est lancé depuis quelques jours. Et je suis ici dans un hall spécial. Je suis en Allemagne. Et ici, nous avons l'occasion de venir faire un vol avec Barbara. Et nous allons avoir l'occasion de voir un petit peu de haut comment ça se passe. Alors, je suis à l'accueil de ce vol.
Et je vais vous montrer en quelques secondes eh bien, les différentes choses qui vont se passer en inversant tout simplement mon écran. Et vous allez voir qu'effectivement, vous avez des jolies choses qui se présentent à nous et peut-être bientôt à vous. Voilà la salle où se prépare quelque chose que vous voyez au fond. Et nous allons nous rapprocher un petit peu et nous allons nous rendre compte qu'effectivement, il y a ici en Allemagne, dans la ville de Friedrichshafen, eh bien, il y a un dirigeable. Et il n'y en a pas qu'un parce que je vais vous montrer tout de suite qu'il n'y en a pas qu'un, mais il y en a deux. Et je ne sais pas encore dans lequel nous allons avoir l'occasion de monter, mais l'essentiel c'est de voir que ici c'est très joli, il y a bien sûr des images, il y a des gens, il y a des gens qui attendent, il y a aussi Barbara, coucou, et il y a de belles images sur le mur par exemple, et vous pouvez voir ici que il y a toute une culture autour donc de ces vols de Zeppelin, parce que ça s'appelle un Zeppelin. Et je voudrais vous montrer cet engin qui se trouve juste en face de moi et qui est en phase de préparation pour notre vol. Nous allons décoller dans quelques instants et bien évidemment nous allons vous tenir au courant de comment ça se passe et ce que l'on voit. Voilà donc l'hélice qui commence à tourner à l'arrière et je vous donne rendez-vous dans quelques instants. Ça y est les amis, nous allons démarrer. Nous sommes dans un bus et nous allons nous diriger vers le dirigeable. Hier auf der fliegen jetzt zurzeit zwei, die Sie auch sehen, ZF und Goodyear. Sie werden mit den Goodyear-Schiffern fliegen und die anderen 3 sind auch. Voilà, ça y est, nous sommes en route pour aller monter dans le Zeppelin. Vous voyez qu'il y a ici des hélices qui tournent et nous sommes accueillis pour pouvoir aller monter dans cet engin que vous allez voir. Merci bien, nous montons. Voilà un petit peu ce que nous avons. Nous avons ici donc la possibilité de voir le cockpit.
Nous avons un hangar ici, le hangar à Zeppelin, donc à dirigeable. Et dans cet hangar à dirigeable, on nous signale que effectivement, il y a possibilité de loger 3 dirigeables. Nous avons la chance de pouvoir voler ce matin sur le dirigeable Goodyear. Il existe 5 de ces engins et nous avons ici des gens qui viennent pour se préparer à ce vol. Nous avons ici le cockpit et nous allons essayer de voir tout à l'heure toutes ces choses-là. Nous voyons ici c'est comme un avion finalement. Donc vous voyez qu'il y a quand même pas mal de choses. L'hôtesse vient de nous demander de nous attacher et elle vient de s'asseoir tout simplement. Ici nous avons une fenêtre qui est ouverte. On commence un petit peu à bouger. Alors c'est assez marrant parce que finalement il y a ici une masse ici au-dessus de nous. Et ça bouge tout doucement. En fait c'est vraiment très ralenti. Il y a également des gens qui se sont assis. Nous ne sommes pas très nombreux, il n'y a que des fenêtres. Et donc on est toujours forcément à une fenêtre, ce qui est donc relativement sympathique. Et voici Barbara avec nous, bien sûr, sur le vol Goodyear, donc dessus le dirigeable. Et bien nous voilà. Nous sommes en train de décoller, donc avec sur un zeppelin. Vous pouvez voir qu'effectivement les hélices ici, là-haut, voilà, sont en train de se diriger dans un autre sens, de telle manière à nous faire monter. Et nous voyons petit à petit bien, ce qui se passe là en bas. Et on se rend compte qu'effectivement, le hangar à Zeppelin est ici. Nous sommes déjà en train de le survoler. Et nous voyons au loin le paysage qui va être tout à fait magnifique dans notre vidéo et notre vol. Il va y avoir beaucoup de choses très intéressantes. Je pense que c'est l'occasion d'avoir une expérience inoubliable avec le parking. On voit d'ailleurs ma voiture qui est là en bas, voilà. Et nous avons donc ce vol magnifique qui est en train de décoller. Nous sommes là en train de monter. Et je ne sais pas, il faudrait que l'on voie à quelle hauteur nous allons pouvoir nous rendre. Donc c'est vraiment formidable. Eh bien oui, nous sommes dans un dirigeable. Coucou Barbara, comment ça va? Ça va bien? Très bien. Ah bah oui, nous sommes en l'air. 300 mètres d'altitude. Nous voyons derrière nous le pilote avec le cockpit. Et nous sommes actuellement au-dessus du lac de Constance, donc au-dessus de l'eau. Et c'est fort joli. Nous avons l'hôtesse qui parle derrière nous et qui donne des explications de ce que l'on voit en bas. Il y a beaucoup de maisons, il y a beaucoup de choses. C'est vraiment sympathique. Et là, c'est ce qu'on appelle un vol touristique. Et c'est ce que nous allons pouvoir faire à l'avenir avec Solar Group. Nous sommes dans un vol de dirigeable actuellement et à l'occasion de ce vol, il y a ici une fenêtre que nous pouvons ouvrir. Et oui, on peut ouvrir la fenêtre dans les dirigeables, c'est pas comme dans un avion. Et ici, nous pouvons donc braquer notre téléphone à l'extérieur. Alors je vais essayer de vous montrer tout cela, de telle manière à ce que vous puissiez vous rendre compte du paysage que l'on peut voir dans un zeppelin, dans un dirigeable. Et vous allez voir que c'est très sympathique. Voilà donc le paysage que vous pouvez voir avec aucune fenêtre, ce qui nous permet effectivement ici de voir que le paysage est très joli. On voit à l'horizon et on peut admirer tout ça. Ça s'appelle du tourisme, donc, et ce tourisme est donné effectivement par donc ce genre de dirigeable.
maintenant en présence de notre hôtesse ici, qui parle bien sûr allemand. Ja, guten Tag, also können Sie uns erklären, was wir tun hier, was wir machen auf dieser Fahrt? Bitte schön. Ja. Ihre Vornamen bitte? Maxine. Ja, danke. Und ich bin Gilles von Frankreich. Also wir fliegen auf einer Flughöhe von 300 Metern über Grund und wir sehen jetzt gerade Immenstadt am Bodensee, fliegen an vielen kleinen Ortschaften vorbei. Das Besondere am Bodensee ist, dass Sie auf der anderen Seite direkt die Schweiz sehen und ganz am Ende ist auch Österreich, also 3 Länder an einem See und das ist ja auch der größte See in Deutschland. Und wir haben eine Fluggeschwindigkeit von 60 bis 70 Stundenkilometer und es ist eben ein Pilot an Bord und eine Flugbegleitung. Genau. Danke vielmals. Alors je vais répéter ce que dit notre chère hôtesse. Eh bien, elle nous a expliqué que nous étions à 300 mètres d'altitude, que nous volons à environ 60-70 km/h et que nous voyons à l'horizon les montagnes suisses et les montagnes autrichiennes. Et que nous sommes donc sur le lac de Constance, ici en Allemagne, à Friedrichshafen. Alors, il est à préciser que dans un dirigeable, il est possible que cela tangue un petit peu comme dans un bateau. Alors on a l'occasion d'avoir une barre de maintien ici au plafond sur laquelle on va pouvoir poser notre main de telle manière à ne pas tomber. Eh bien c'est très bien fait dans ce dirigeable et la vue est vraiment impressionnante. Les appareils de mesure ressemblent beaucoup à ceux d'un avion. Voici l'île Méno, c'est une île aux fleurs que les gens peuvent visiter. C'est sur le lac de Constance, donc, et nous voyons ici des bateaux qui sont en train de circuler. Nous sommes derrière le pilote qui, lui, est en train de prendre également des photos. Et nous voyons ici ce bateau qui est en train de partir depuis un port et qui va donc sur le lac. Nous sommes au-dessus de l'eau actuellement et vous pouvez voir qu'effectivement il y a beaucoup de soleil. Aujourd'hui on a de la chance. Nous sommes ici dans ce spectacle. Nous avons ici une vitre qui est ouverte, vous voyez, beaucoup à l'extérieur. Et donc c'est ce qui nous permet également de faire des photographies de tourisme. Et je pense que Barbara, tu as aussi eu l'occasion de faire pas mal d'images. Je pense qu'on va avoir l'occasion de les partager. Donc voilà. Mais en tout cas, c'est assez sympathique d'être dans un dirigeable. En fait, on ne remarque rien du tout. C'est pas qu'on a un énorme ballon au-dessus de nous. Et vous voyez que nous sommes ici donc sur un vol inoubliable, comme on dit. C'est quelque chose où chacun voudrait avoir l'occasion de voir autant de choses depuis de haut. Et là, franchement, je pense qu'on peut tabler sur le tourisme à l'avenir, le tourisme dans les dirigeables, et voir que notre projet est quelque chose de viable. Vous voyez bien que dans ce dirigeable, nous sommes, je crois, une bonne dizaine de personnes, et que dans ce cadre, le tourisme en dirigeable est une exploitation très intéressante, c'est une branche de ce que l'on peut faire qui sera vraiment quelque chose d'intéressant à l'avenir.
Oui, on a vu vos réactions. Oui, c'est vrai que c'est super sympathique, j'avoue. C'est vraiment très bien. Il y a des gens qui aimeraient bien faire un petit voyage comme ça. Je vois que mon ami Victor aussi a pleinement apprécié tout cela. Bien, alors nous attendons notre invité ce soir et également notre traductrice. Je vous avais dit qu'il y avait un léger décalage. C'est la raison pour laquelle j'ai eu l'occasion de vous diffuser cette vidéo, mais je pense que après tout, c'est quand même une vidéo qui est super sympa. Moi, j'ai revu un petit peu le voyage pour moi-même et j'avoue que voilà, ça rappelle de bons souvenirs déjà. C'est plutôt super sympa. Voilà. Alors, je suis obligé d'aller regarder si je trouve notre invité quelque part. Je ne sais pas s'il est déjà là. En tout cas, la traductrice non plus. Bon, alors, vous savez, on a parlé de dirigeables. C'est vrai, quelles sont les impressions, quelles sont les sensations? Eh bien, les impressions, c'est que c'est très léger, ça flotte. En fait, il n'y a pas cette sensation de bruit assourdissant de l'avion qui s'arrache de la terre avec les réacteurs. Bon, bien sûr, il y a quelques hélices qui permettent de diriger justement le ballon en lui-même, si je peux l'exprimer ainsi. Parce que à un moment donné, vous avez vu que pour monter, en fait, il arrête les hélices. C'est-à-dire que les hélices sont arrêtées. À ce moment-là, une fois que les hélices sont arrêtées, et bien, le ballon en lui-même commence à monter. Alors, un petit instant, je vois que Anastasia me fait signe. Voilà. Oui, Bonsoir, oui, je voulais juste Anastasia. Je dire pense que tu es bonsoir. là. Voilà, on va y arriver. Все, Федор, все работает. Все, я с вами. Je suis là avec Ah, vous. bonsoir Fedor, merci d'être là. Добрый вечер, Федор. Спасибо, что подключились. Да, всех приветствую. Bonjour tout le monde, bonsoir. Alors, nous avons à l'instant eu l'occasion de voir une belle vidéo de notre vol à Barbara et moi-même lors de notre je dirais, baptême de dirigeable en Allemagne. Une petite vidéo qui a duré 18 minutes et nous avons vu les réactions dans le chat qui sont assez intéressantes et on voit que les gens, ça leur plaît beaucoup ce qu'on a montré. Да, мы сейчас пока ждали, посмотрели видео 18-минутное моего с Барбарой полета вот на мероприятии в Германии, где дирижабли, так скажем, летают массово. Вот, и в чате очень много было интересных реакций от людей. Ну, замечательно. Я тоже на нем летал. А видео, кстати, не видел. Надо на русского перевести, тоже посмотреть. Superbe, moi aussi j'ai pu voler sur un dirigeable et par contre je n'ai pas vu la vidéo, il faut demander de le traduire en russe. Ok, ok. Bien, Fedor, ce soir, on va essayer d'être concis dans ce qu'on a à faire. On a pas mal de petites questions qui sont posées à droite à gauche. Bien sûr, il y en a toujours qui vont s'en rajouter dans le chat, mais on va essayer de faire au mieux. Fedor, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et quel est le poste que tu occupes au sein de SolarGo? Parce qu'il y a des gens qui ne te connaissent pas. Moi, bien sûr, et Barbara, on te connaît parce qu'on te côtoie lorsqu'on vient à Moscou, mais les gens ne te connaissent peut-être pas tout à fait. Да, первый вопрос такой, Федор, мы с Барбарой тебя хорошо знаем, потому что все время в Москве встречаемся, вот, но возможно, что не все тебя хорошо знают. Можешь, пожалуйста, рассказать, какая у тебя позиция, должность в Solar Group, чем ты вообще занимаешься? Конечно, могу. Я в Solar Group уже работаю 7-й год. Меня туда позвал Сергей Семенов. Я до этого работал в российской космической компании в Роскосмосе очень долго. И с Семеновым был знаком очень долго. И вот он меня оттуда переманил к себе своим заместителем по поиску новых проектов и по технологиям. Oui, bien sûr que je peux raconter des choses sur moi-même. En fait, ça fait déjà 7 ans que je travaille chez Solar Group. C'est Sergei Semenov qui m'a invité. Avant, je travaillais dans Roscosmos, c'est une agence spatiale de la Russie. Et en fait, j'y avais travaillé longtemps et je connaissais Sergei Semenov depuis longtemps aussi. Et en fait, il a fait de moi son adjoint pour la recherche de nouveaux projets et pour la technologie. Très bien. Donc, si je comprends bien, tu es le bras droit de Sergueï. То есть правильно я понимаю, что ты правая рука Сергея?
Ну, с точки зрения технической, я правая рука, да. Если с точки зрения финансовой, то Паша правая рука. В общем, какая-то из рук точно. Sur le point technique, oui, je suis bien le bras droit. Sur le plan financier, c'est plutôt Pavel. Bon, je peux dire que je suis l'un des deux bras, c'est sûr. Oui, tu es conseiller de grande renommée. Ну, в общем, ты советник, так скажем, по большим вопросам. Да, все правильно. И Здорово. в Роскосмосе я еще работал специалистом по выстраиванию бизнес-процессов. Я там отношения между филиалами выстраивал, конструкторские бюро с заводами дружил. И эту должность и в Соларе тоже периодически исполняю, когда надо новый процесс какой-то наладить. Меня подключают. Oui, chez Roscosmos, chez l'agence spatiale, là, j'ai été spécialiste pour les processus de business, d'affaires. Par exemple, je construisais les relations entre les succursales et puis, par exemple, j'établissais les relations entre les bureaux de construction, les usines et parfois, je m'en occupe aussi chez Soda Group, par exemple, lorsqu'il faut construire et établir un nouveau processus. Très bien, merci pour ces explications. Alors, quels sont les principaux objectifs ou alors les grandes étapes à franchir en 2025 pour chacun des deux projets, sachant que bien sûr, si tu conseilles les projets, eh bien, je pense que ça fait partie. Et y aura-t-il un troisième projet en 2025 chez Solar Group parce que c'est un peu les questions que se posent les gens. Parce qu'il y a eu un changement, une petite inversion de projet, donc voilà. Да, еще такой вопрос. Каковы вообще цели и какие этапы нужно будет пройти в 2025 году вот по двум проектам? И вообще будет ли третий проект у Solar Group в 2025 году? Потому что много вопросов возникает, много разных изменений было, перестановок, так скажем, люди интересуются. В 2025 году проект первый, который Совалмаш, двигатель Дуинова, должен подойти к своему логическому завершению. Мы должны провести процедуру акционирования и получить первые, так сказать, дивиденды, что ли. Но не дивиденды, а прибыль. Совалмаш должен выйти в прибыль в 2025 году, это точно. Инвестирование туда будет прекращено. Проект дирижабли как раз запущен вовремя, то есть он будет только разрастаться. В 2025 году его ожидает проект дирижабли запуск первого аппарата, небольшого. А вот по третьему проекту в 2025 вряд ли, но он уже есть на очереди. Mhm. Oui, en ce qui concerne les moteurs du Unov, donc Sovelmash, le premier projet en 2025, ce projet va donc arriver à sa fin logique. On va passer à la sonorisation et Sovelmash aura les premiers bénéfices et du coup, donc l'investissement dans le projet s'arrêtera. En ce qui concerne les dirigeables, oui, en fait, on a lancé ce projet à temps. Il va devenir plus grand, etc. Et l'année prochaine, on va démarrer le premier engin, pour ainsi dire, voilà, le premier véhicule de petite taille. En ce qui concerne le troisième projet, je ne pense pas que ça verra le jour en 2025, mais il existe déjà. Parfait, ça nous donne un petit peu un aperçu. Merci pour cette réponse. Et puis, bien sûr, si on t'a fait venir ce soir, c'est parce que depuis le 7 dernier, eh bien, nous avons lancé sur Solar Group, eh bien, ce grand projet qui s'appelle le projet des dirigeables de nouvelle génération. Est-ce que tu peux nous expliquer brièvement de quoi il s'agit? Да, очень интересно. Вообще мы тебя пригласили сюда, потому что недавно был новый проект запущен у Solar Group, называется «Дирижабли нового поколения». Можешь, пожалуйста, объяснить кратко вообще, о чем там речь, в чем суть? Кратко, да, могу объяснить. Многие государства, ну, ведущие державы даже мира, согласно отчетам своих аналитических агентств, пришли к выводу о том, что необходимо строить дирижабли транспортные, грузовые, в большом количестве для поддержания темпов роста экономики. То есть это жизненно необходимо. И многие начали, уже стартанули. И в нашей стране есть коллектив инженеров, которые способны это сделать, и они раньше уже это делали. Но почему-то никто за это именно в нашей стране не взялся. И мы подумали то, что это прекрасная возможность, раз весь мир туда сейчас пойдет. То, что у нас есть такой, ну, коллектив, способный все это сделать.
э, прекрасная возможность этим заняться. И мы этим занялись. Сейчас еще дальше расскажу, какая-то Mhm. переведи. Mhm. Oui, alors pour être bref, en fait, les grandes puissances du monde ont fait appel en quelque sorte à leurs agences qui font de l'analyse et en fait, il s'est avéré que il faut maintenant produire les dirigeables de cargaison en grosse quantité pour pouvoir assurer et maintenir le tempo de croissance économique qu'on a maintenant. Et en fait, c'est vital, c'est crucial. Et beaucoup de pays ont commencé de tels projets, donc un tel travail. Et en Russie, on a un groupe d'ingénieurs qui sont capables de le faire aussi. Avant, bon, ils ne le faisaient pas parce que, je ne sais pas, la Russie ne s'y est jamais penchée. Et nous avons pensé que c'est une belle opportunité. Tout le monde y va. Et si on a une équipe qui en est capable, alors il faut aller dans cette direction aussi. Да, и наш инженерный коллектив, вот этот вот в России, который был сформирован, он на самом деле один из современных живых, которые передовых коллективов. Вот то, что делает сейчас Китай, они провели летные испытания первого аппарата в этом году, заказали серию из 10 аппаратов. Это копия нашего аппарата, которого строила та команда, которая у нас сейчас в Solar Group работает. Строила, начиная с 2005 года, и там по 2010 год они такие аппараты выпускали. То есть наши разработчики лет на 15 впереди. И у нас есть все шансы и оставаться впереди, на самом деле. Vous savez, notre équipe d'ingénieurs en Russie, c'est une équipe très moderne et très avancée. En Chine, ils ont déjà effectué quelques tests, voilà, quelques vols du premier engin, du premier dirigeable. Et en fait, c'est l'engin qui est une copie en fait, ce qui a été créé par l'équipe qui travaille maintenant chez Solar Group et qui a en fait créé cet appareil-là il y a en fait en 2005-2010. Et les Chinois ont testé 10 appareils comme ça. Donc, ça veut dire que notre équipe en fait, on peut dire 15 ans de plus, donc d'avancement par rapport aux autres, et on a toutes les chances de pouvoir maintenir cette supériorité en quelque sorte. Ну и самое главное, наверное, почему все-таки мы выбрали дирижабли. У Solar Group Сергей Семенов ставил цель выбрать проект, который будет прям отраслеобразующим. То есть это такое, когда нужно посадить семечку, а вырастет целое огромное дерево. И вот проект дирижабли, он больше всего сюда подходит, потому что основав такую компанию, небольшую совсем, которая сначала будет заниматься там разработкой, производством дирижаблей, потом начнет заниматься их эксплуатацией, она может вырасти в нечто такое огромное. Есть видео, где американский один блогер на примере своих местных аналитиков рассказал то, что та компания, которая первая построит сотню дирижаблей грузоподъемностью 100-200 тонн, станет самой богатой компанией в целом на планете. И мы вот со стороны Solar Group не видим вообще никаких препятствий в реализации данной цели. И поэтому, да, вот задача была из маленькой семечки найти такой проект, из которого вырастет огромное дерево, и это именно он. Mhm. Oui, alors pourquoi les dirigeables? Vous savez, Sergei Simonov avait l'objectif en tête de faire quelque chose qui pourrait établir une sphère, un domaine à part. Et en fait, il voulait semer un grain pour, euh, pour qu'un arbre puisse pousser à partir de ce grain-là. Et en fait, les dirigeables servent à cette tâche au mieux parce que on peut commencer à une petite échelle et puis on peut juste développer et produire les dirigeables puis on peut passer donc à l'exploitation des dirigeables. Et en fait, cela pourrait se transformer en quelque chose d'énorme. Vous savez, j'ai regardé une vidéo par un blogueur américain. Il s'est basé sur une analyse, voilà, des analystes locaux. Et il a dit que la première entreprise qui va produire 100 dirigeables de cargaison qui pourrait avoir la capacité de porter 100 ou 200 tonnes, cette compagnie, cette entreprise serait la plus riche au monde sur la planète. Et cela groupe n'a pas d'obstacle envers cet objectif. Voilà, donc on veut semer ce grain pour en faire un gros arbre. Et en fait, c'est ça, ce projet qui permettra de le faire.
Magnifique, donc c'est un projet bien sûr qui tient la route et on voudrait savoir un petit peu sur le marché justement qui s'ouvre. Comment le projet des dirigeables va se positionner par rapport à des concurrents dans le secteur, disons, du transport aérien léger? Parce que, il y a peut-être aussi des appareils qui font concurrence, sachant que les dirigeables existent depuis plus d'un siècle et ils ont été détrônés par justement ces nouveaux appareils. Мгм. Да, хочу еще следующий вопрос задать про рынок потенциальный. То есть вот у дирижабля же есть конкуренты, вот другие какие-то, может быть, летательные аппараты, потому что дирижабли существуют как бы уже 100 лет, но при этом они со своего трона были смещены вот в 20 веке. То есть вообще вот рынок какой у дирижаблей? Ну, раз подсчитали то, что эта компания будет самая большая на планете, которая это сделает, рынок огромный. А, насчет того, то, что их поместили, ну, сместили с трона, как Жиль сказал, всему свое время. Электрические машины, электромобили, были даже вперед мобилей, которые на двигателе внутреннего сгорания. Но там были те же электромоторы, там тоже были батареи, электромобили ездили. Но в свое время они были смещены полностью двигатель, ну, машинами на ДВС. А сейчас, как мы видим, электромобили возвращаются обратно, потому что пришел уровень технологий и запрос общества сменился. Вот то же самое происходит с дирижаблями. 100 лет назад они родились, ну, вовремя, но немного раньше своего времени. Сейчас опять бешеная потребность есть в них. Пришли новые технологии, новые материалы. И вот где они конкретно могут применяться, ты это переведи, я еще раз расскажу. Мгм. А, Vous savez, on a dit que ce projet peut être le plus grand sur la planète et on a bien des raisons pour le penser. Le marché est énorme. Oui, tu as dit que les dirigeables ont été détrônés. Oui, vous savez, il y a un bon temps pour tout. Vous savez, même les voitures électriques, peut-être ils sont même apparus avant les moteurs à combustion interne, mais en fait, ces moteurs, ces batteries existaient déjà avant, mais puis ils ont été détrônés par les moteurs à combustion interne. Mais maintenant, ils reviennent parce que maintenant, le niveau de technologie et la demande de la société le permettent. Donc, il y a 100 ans, les dirigeables sont apparus, mais peut-être c'était trop tôt pour l'époque. Et maintenant, il y a ce besoin et maintenant, il y a les nouvelles technologies et les nouveaux matériels qui permettent aux dirigeables de faire leur réapparition. Мгм. За последние 100 лет экономика, рост и темпы экономики и сам рост населения в целом изменили картину на планете. И сейчас инфраструктура классическая не успевает развиваться под темпы роста населения и не успевает поддерживать рост экономики. И поэтому дирижабли возвращаются обратно как очень экономичные воздушные грузовики, которые могут перевозить очень большие грузы на невероятно далекие расстояния и тем самым исключают саму необходимость создания инфраструктуры, например, железной дороги или аэродрома, для того, чтобы логистически связать там удаленные города, поселения, потому что люди размножаются, их становится много, и там возить продукты питания, там различные оборудования для производства и так далее нужно все чаще и дальше. И вот, не- я думаю, ты поняла. Так и Мгм. расскажи. Мгм. Euh, En fait, dans les 100 dernières années, on a vu que l'économie a beaucoup changé. Il y a beaucoup plus de population sur la planète et ça change beaucoup et il y a plus de besoins en infrastructure, etc. Donc, du coup, en fait, le monde, en fait, n'arrive plus à rattraper tout ça, n'arrive plus à être à la hauteur. Il y a une croissance folle de la population et l'économie, en fait, donc n'attrape plus quoi, voilà, ne peut plus rattraper voilà, cela. Et en fait, les dirigeables, en fait, ils sont de retour. Ce sont comme des camions aériens très économiques. On peut transporter les cargaisons avec et on peut le faire à des distances très très grandes. On n'a pas besoin de construire l'infrastructure, par exemple les chemins de fer ou les aérodromes. On peut en fait faire des chemins logistiques entre des villes qui sont très éloignées
l'une de l'autre parce qu'il y a de plus en plus de gens sur la planète et il faut les approvisionner en nourriture, en équipement. Et il faut le faire de plus en plus souvent et il faut parcourir des distances de plus en plus grandes. Да, и вот отвечу на вопрос Жиля, точнее, ну как, короче, то, что дирижабли не будут конкурировать с какими-то существующими технологиями или рынками, например, самолетов, вертолетов, того, что летает. Они его будут дополнять. Потому что, вот опять же скажу, темпы роста экономики, развития там, инфраструктуры, рост населения, с таким темпом всем работа найдется. И дирижаблям, ну, реально очень большой рынок. По оценкам не оценивается. Oui, vous savez, les dirigeables ne vont pas avoir de concurrents. Pourquoi? Parce que, en fait, vous savez, il y a maintenant des technologies, des marchés, et en fait, je peux dire que, en fait, en ce qui concerne les avions et les hélicoptères, les dirigeables vont juste complémenter, en fait, ce marché qui existe déjà. Parce que, encore une fois, le tempo de croissance de l'économie et d'infrastructure est tellement élevé, et il y a tellement de gens sur la planète qu'il y aura du travail pour tous, pour les avions et aussi pour les dirigeables. Donc, le marché est vraiment énorme. Да, главная их особенность, она в 21 веке будет ярко выражена. Это их безопасность, их экономичность. С определенного размера они будут по экономике перевоза 1 тонны на 1 километр равняться морскому транспорту, а он самый дешевый на планете. Э, Безопасность, экономичность и все-таки возможность перелететь из точки А в точку Б без какой-либо инфраструктуры, то есть без дорог, без аэродромов, там, тем более уже без железных дорог и прочего, ну, делают их очень полезным для экономики транспортным средством. Oui, et vous savez, l'avantage principal des dirigeables au 21e siècle, c'est que les dirigeables sont très sûrs, donc pas du tout dangereux, très économiques. À partir d'une certaine taille, le coût du transport d'une tonne par kilomètre devient équivalent donc, au coût du transport par la mer. Et ce type de transport est considéré comme le plus bon marché sur la planète. Et en plus, pouvoir se rendre du point A jusqu'au point B sans infrastructure, sans route, aérodrome et bien sûr sans chemin de fer, le rend un moyen de transport très utile. Вот так же, как 100 лет назад были автомобили, но автомобили были ну, мелкосерийными или даже единичными изделиями, были предметом роскоши. Вот так же дирижабли были раньше предметом роскоши. И вот цель нашей компании сделать дирижабль массовым, чтобы он так же, как и сегодняшний автомобиль, был у всех. Ну, понятное дело, дирижабль вряд ли будет прям у всех, но именно освоить серийное и массовое их производство и массово их запустить в экономику, тот, кто это сделает, будет очень богатым, и я надеюсь, это будем мы. Уверен. Vous savez, il y a 100 ans, on ne produisait pas beaucoup de voitures. En fait, on le faisait à une échelle très petite et c'était juste une production de petites séries. C'était plutôt quelque chose de luxe. Et les dirigeables étaient aussi un objet de luxe. Mais notre objectif, c'est d'en faire un produit de masse. Maintenant, beaucoup de gens ont des voitures. Bien sûr que tout le monde ne peut pas avoir un dirigeable, mais en fait, l'idée, c'est que euh, en fait, l'idée de rendre les dirigeables très, très économiques. Et je peux dire que celui qui pourra le faire sera très, très riche. Et j'espère et je sais et je suis sûre que nous pourrons le faire. Magnifique. Alors, justement, à propos du marché, est-ce qu'il y a déjà des partenaires majeurs dans l'industrie du transport en Russie ou ailleurs d'ailleurs qui s'intéressent actuellement au projet des dirigeables et notamment ceux de nouvelle génération que nous voulons proposer? Да, следующий вопрос. А есть ли уже в России какие-то большие интересные партнеры, которых вообще интересует тема дирижаблей и, в частности, дирижаблей нового поколения? Есть, да, ряд партнеров и заказчиков даже, которым дирижабли нужны. Вот первый, самый такой, как по мне, интересный, ну, потому что я сам оттуда из Роскосмоса, это Роскосмос.
Ну, у российской космонавтики у нас сейчас построили новый космодром, а, восточный. Он очень далеко находится от заводов, где производят ракет-носители. И вот доставка ракет-носителей – это очень сложная задача. И есть уже глубоко проработанные технические задания, из каких конкретно заводов, какие блоки ракет, на каких дирижаблях мы будем доставлять на космодром. То есть это дирижабли-доставщики ракет, но ракет не военных, а именно космических. Плюс также Роскосмосу нужно несколько дирижаблей для спасения космонавтов по приземлению. Есть вот это вот пятно на карте большое, куда может приземлиться капсула с космонавтами. И сейчас их спасение организовано очень, ну, неэффективно, что ли. И вот с помощью дирижаблей ничто, кроме дирижаблей, вот задачи так эффективно решить не может. И вот ряд дирижаблей нужно и для спасения космонавтов. Вот это вот прям глубоко проработанные технические задания есть вместе с Роскосмосом. Это вот, ну, я думаю, самый крупный такой партнер, который уже заждался. Mhm. Oui, on a déjà des partenaires et même des clients qui ont donc un tel besoin. Le premier, c'est Roscosmos, donc l'agence spatiale de la Russie. Moi-même, j'ai travaillé là-bas. Et en fait, vous savez, on a donc Roscosmos a construit un nouveau cosmodrome qui s'appelle Vostochny et il est assez loin de toutes les usines. Et il faut en fait faire amener les porteurs de fusées à ce cosmodrome, ce qui est une tâche très difficile. Et on a déjà une tâche bien décrite par donc l'agence spatiale de en fait pouvoir transporter les blocs pour les fusées depuis les usines différentes. Il ne s'agit pas de fusées militaires, il s'agit, ce ne sont pas des missiles, ce sont des fusées juste pour l'espace. Et en fait, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que ils ont aussi besoin de quelques dirigeables pour sauver les cosmonautes. Parce que les cosmonautes peuvent atterrir dans leur capsule sur un certain bout de terre. Et en fait, maintenant, la recherche de ces capsules avec les cosmonautes dedans n'est pas très efficace. Et les dirigeables permettent d'accomplir ces tâches de manière plus efficace. Donc voici, ce sont déjà deux besoins bien définis par l'agence spatiale. Ils attendent vraiment notre développement. Вот, это если из крупных. Это большие дирижабли, они будут не сразу, до них нужно будет дойти. А вот первый, который мы сейчас уже проектируем, он будет беспилотный, небольшой, и на него есть заказчик, он у нас вот Якутия, это очень отдаленный район, где очень холодно. И там у нас добывают очень много полезных ископаемых. И вот такие дирижабли-дроны для вывоза этих полезных ископаемых из очень труднодоступных мест, они там сильно необходимы, потому что в Якутии можно там перемещаться на существующем транспорте всего несколько месяцев в году, там 2 или 3. А ресурсов очень много. И вот чтобы их вывести, нужно что-то, что будет по воздуху перевозить большую массу очень дешево и безопасно. И вот тот первый дрон, который мы делаем, эти дроны, скорее всего, этим и займутся. Mhm. Oui, donc là j'ai parlé des gros projets, mais les gros projets ne vont pas arriver tout de suite. Sinon, on travaille aussi maintenant sur un dirigeable plus petit, autoguidé, pour la région de Yakoutie en Russie. C'est une région très froide et très lointaine. Et en fait, c'est une région très riche en ressources minérales. Et maintenant, on est en train de développer les drones pour pouvoir exporter de cette région, justement les ressources minérales. Euh, Ils ont vraiment besoin de cela parce qu'il y a des zones qui ne sont pas très accessibles. Et en fait, en Yakoutie, en fait, on ne peut le faire que juste quelques mois par an, 2, 3 mois, sinon c'est trop froid. Mais en même temps, il y a beaucoup de ressources. Et on peut en fait les transporter en air. C'est pas cher, c'est sûr. Et je pense que nos premiers drones vont justement servir à cette tâche. Вот. Также у нас в стране очень часто горят леса. И очень важно, в общем, их мониторить, их состояние.
когда там начался пожар, что там вообще происходит. И вот тоже есть запрос на большое количество таких вот дирижаблей дронов, которые могут сутками мониторить состояние лесов и передавать некую информацию не только о пожарах, а и о там, животных, о реках, обо всем. В общем, много Министерства природы требуется вот именно для мониторинга. Очень требуется много информации, да. И ничто, кроме дирижабля, эту задачу выполнить не сможет так качественно, потому что вертолет долго летать не может, топливо закончится, самолет очень высоко летает, а дирижабль может зависнуть, там, промониторить некоторую зону, перелететь дальше, зависнуть, промониторить, перелететь дальше. И вот Министерство природы вот, и лесное хозяйство тоже очень у нас заинтересованы, чтобы эти вот дроны как можно быстрее появились. Oui, et vous savez, il y a aussi un problème en Russie. Il y a souvent donc, les incendies dans les forêts brûlent et il faut en faire le suivi permanent, non pas seulement en cas en cas d'incendie, mais aussi de manière régulière. Il y a une telle requête depuis le ministère de la Nature, par exemple, donc une requête pour avoir de tels dirigeables drones qui pourraient faire le suivi des forêts. Non pas seulement des incendies, mais aussi des animaux, des rivières, des fleuves, etc. Euh, et en fait, il y a que les dirigeables qui peuvent bien accomplir cette tâche. Parce que, par exemple, un hélicoptère, euh, donc, euh, par exemple, utilise très vite le carburant. Les avions volent, mais trop haut. Et les dirigeables peuvent rester en l'air pendant quelques temps, donc regarder ce qui se passe et puis aller plus loin. Donc voilà, le ministère de la Nature le veut vraiment et aussi l'agence qui s'occupe des forêts. Ils en ont très besoin. На самом деле очень большой интерес. И я так вот сижу, вспоминаю. И там и туристические дирижабли нужны, и дирижабли, которые также города будут мониторить, нужны. Очень много запросов появилось вот с того момента, как мы объявили то, что мы занимаемся этим проектом. И нужны даже такие дирижабли, на которых очень много квадрокоптеров расположено, он их там несет куда-то, потом они разбегаются, делают некую работу и собираются обратно на дирижабле. Интерес очень живой, в общем, к этой тематике, и мы даже удивлены, ну и рады, естественно. Oui, maintenant j'essaie de me rappeler en fait plus d'exemples et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'intérêt envers cela. Par exemple, les dirigeables touristiques, les dirigeables pour faire un peu la surveillance des villes. On a d'autres requêtes aussi qu'on reçoit depuis l'annonce de notre projet. Par exemple, les dirigeables qui ont des coptères et puis par exemple un dirigeable atterrit et ces coptères vont dans les directions différentes pour accomplir une tâche et puis se rassemblent sur le dirigeable, le dirigeable continue le vol. Voilà, il y a beaucoup d'intérêt et cela nous surprend même et cela nous rend très, très heureux. Parfait. Alors, merci pour cette réponse. Je voudrais du coup demander, est-ce qu'il y a déjà des commandes en vue ou alors c'est uniquement après la production de nos dirigeables à nous que nous irons à la conquête, disons, des commandes? Да, следующий вопрос. Есть ли уже заказы или нужно дождаться сначала производства, чтобы начать эти заказы получать? Есть ряд компаний, которые хотят подписать какие-то бумаги по поводу заказа, но мы сами на это не идем сознательно. Мы собираемся поднять вот первый дрон-беспилотник, дирижабль в течение года, и только после этого принимать какие-то заказы. Это все связано с тем, что на планете реально есть много различных стартапов, которые говорят, что мы там в следующем году запустим дирижабль. Продают билеты на них, берут заказы на разработку дирижаблей. И мало у кого вообще получается не то, чтобы их в воздух поднять, а в целом даже начать их строить. И поэтому мы выбрали такую стратегию, то, что мы сначала построим, поднимем в воздух дирижабль, чтобы не быть голословными, а потом начнем собирать на них заказы. Но там заказчики на самом деле уже в очереди стоят. Мы просто начнем с ними подписывать бумаги.
Vous savez, il y a déjà quelques entreprises qui veulent signer des papiers avec nous, mais nous, on ne le veut pas. En fait, on va monter en l'air notre premier dirigeable autoguidé d'ici un an, et puis on veut on veut commencer à voir, à recevoir les commandes. Parce que vous savez, il y a beaucoup de startups sur la planète et beaucoup de promesses promettent comme quoi, par exemple, l'année prochaine, il y aura les dirigeables et ils vendent les billets, ils prennent les commandes et en fait, ils ne réussissent pas à monter leur dirigeable en l'air et même ils ne réussissent pas à commencer la production. Nous, on a sélectionné une autre stratégie. On veut d'abord construire, donc avoir quelques preuves et puis passer aux commandes. Mais je peux dire qu'il y a déjà une certaine file d'attente. Il restera juste à signer les papiers. Вот. Самые нетерпеливые, это, как оказались, арабы. Они готовы себе прямо сейчас подписать бумагу, то, что первый туристический дирижабль, который мы построим, будет куплен ими. А, Там вот есть ряд арабских стран, и одна из которых говорит то, что наш должен быть первый. То есть нам первым нужно продать современный туристический дирижабль. Типа, скажите адрес офиса, мы готовы приехать подписать все бумаги. Мы такие, не-не-не, подождите еще немного. Oui, je peux dire que les plus impatients, ce sont les Arabes. Il y en a qui veulent déjà signer tous les papiers. Par exemple, il y a un pays arabe, là, ils disent, nous, on veut avoir le premier dirigeable touristique. Et il doit être à nous, voilà, le premier dirigeable touristique et moderne. Et ils nous disent, donnez-nous l'adresse du bureau, on va venir chez vous et signer tous les papiers. Mais nous, on leur dit, il faut attendre un petit peu quand même. Oui, bah, c'est comme tout, il y a toujours des gens un peu pressés, hein, donc voilà, mais je pense que ça sera en bonne voie. Ну да, если есть люди нетерпеливые, я думаю, что всему свое время. Все правильно. C'est correct. Alors, sur notre site web Solar Group, il est écrit que ce projet des constructions de dirigeables sera à haut rendement. Mais bon, pour certains, c'est un peu vague. Est-ce qu'on peut avoir des chiffres, quelque chose qui leur parle pour visualiser les gains potentiels qu'ils pourraient retirer de l'investissement dans ce nouveau projet? На сайте сказано, что проект высокоприбыльный, вот, но можно ли какие-то, не знаю, цифры указать, в общем, как-то визуализировать, так скажем, для людей, в чем эта выгода будет для них заключаться, то есть в чем для них вообще преимущество инвестирования в этот проект? Мы обязательно все укажем. У нас проект сейчас находится на нулевом этапе. Мы это много где говорили. Он на то и нулевой, что мы начали его именно публиковать, показывать людям до момента первого этапа. То есть, когда мы только формируем те самые бизнес-планы, презентации, информацию, цифры, предложения. Как только мы все это сформируем, мы это обязательно покажем. И вот проект взойдет на свой первый этап. Я думаю, это до Нового года произойдет обязательно. Oui, vous savez, maintenant, on est à l'étape zéro quand même. On n'a même pas encore commencé vraiment les publications, etc. Voilà, l'étape 1 n'est pas encore là. Et on est juste à l'étape d'établissement du plan d'affaires, des présentations, de toutes les informations, tous les chiffres. Dès que c'est prêt, on pourra tout montrer à la première étape. Et je pense que ça va se faire d'ici le nouvel an. OK. Et si on veut, on a parlé tout à l'heure, bien sûr, des autres aéronefs comme les hélicoptères, les avions, etc. Mais est-ce qu'il serait possible d'avoir, par exemple, un document comparatif entre les différents moyens de transport qui montrent la vitesse, la capacité de transport, la durée de vol sur un même trajet, par exemple, le coût du transport, le CO2 consommé, la quantité de carburant utilisé, euh, sous une forme assez claire, comme un graphique de chaque catégorie et chaque moyen de transport, afin de bien visualiser l'avantage qu'il peut y avoir sur des dirigeables par rapport à des avions, par rapport à des camions, des trains. Да, а можно ли будет в будущем подготовить такую, ну, сравнительную таблицу или какую-то сравнительную такую графическую штуку, так скажем, где можно будет сравнить все летательные аппараты, допустим, вертолеты, самолеты и дирижабли, скорость, например,
продолжительность полета, потребление СО2, стоимость, потом несущая способность, например. Вот, все это так визуально представить, чтобы людям было понятно, в чем преимущество по сравнению, во-первых, с другими летательными аппаратами, и, во-вторых, допустим, по сравнению с грузовиками и с поездами. Мы делаем большое видео, где это все будет объяснено, и это видео будет переведено на все языки. Да, и там и с самолетами, и с грузовиками, и с кораблями, и экономика, и грузоподъемность, и технические характеристики. Все это будет представлено. Когда этот видеоролик выйдет, я пока сказать не могу, но с сценаристами работаем. Все в быстром темпе делается. Скоро будет. Oui, on est en train de travailler sur une grosse vidéo qui va être traduite en toutes les langues, où on va justement présenter la différence avec les avions, les camions, les bateaux, etc. Donc, on va présenter les caractéristiques économiques, techniques, de capacité de lever, de porter les cargaisons, etc. Je ne peux pas dire maintenant quand exactement ça va apparaître, mais on travaille déjà avec avec ceux qui créent les scripts et tout ça, les scénarios, et on va le faire vite et ça va apparaître bientôt. Да, вот могу Donc, c'est сказать. Pardon? ce sera une vidéo, donc c'est pas un document. То есть это будет не в форме документа, а в форме видео. Правильно? И документы будут, и видео будет. Les deux, les documents et la vidéo. Да, я хотел сказать вот по поводу сравнения там с самолетами, с вертолетами и так далее. Вот самый массово выпущенный вертолет на планете это советский, российский Ми-8. Их было выпущено и продано 15 тысяч штук. Он может перевозить там до 4 тонн на небольшое расстояние, ну, с хорошей скоростью условно. Дирижабль будет в себестоимости производства в 2 раза дешевле этого вертолета. Мы планируем то, что 10-тонник, дирижабль, который будет тащить 10 тонн, то есть в 2 с лишним раза больше, чем Ми-8, примерно с такой же скоростью, ну, чуть медленнее, но зато раза в 3, в 4 дальше и гораздо-гораздо дешевле по экономике. То есть мы получаем аппарат, у которого в 3-4 раза лучше показатели, сколько он может поднять и как далеко унести, и насколько это дешевле будет стоить. И себестоимость этого аппарата у нас также в 2-3 раза будет дешевле, чем себестоимость этого вертолета. То есть его продать можно будет дороже, чем этот вертолет, а произвести дешевле. И там только на этой экономике, получается, на такой математике, за 1 год серийного производства таких аппаратов можно будет окупить весь проект несколько раз. Vous savez, voilà, tu as mentionné les avions, les hélicoptères. L'hélicoptère qui a été produit le plus en masse, pour ainsi dire, voilà, c'était Mi-8, un hélicoptère soviétique et puis russe. En fait, on a produit et on a vendu 15 000 hélicoptères comme ça. C'était donc la plus grosse production dans l'histoire. Et cet hélicoptère-là peut transporter jusqu'à 4 tonnes. La vitesse est assez bonne, par contre, la distance n'est pas très grande. Et vous savez, en ce qui concerne les dirigeables, le coût de production d'un dirigeable est 2 fois plus petit comparé à l'hélicoptère. Et en fait, un dirigeable peut transporter 10 tonnes, ce qui est beaucoup plus, ce qui est 2,5 fois plus que l'hélicoptère à Mi-8. Bon, la vitesse est comparable, peut-être le dirigeable est un petit peu plus lent, par contre, la distance est 3 ou 4 fois plus grande. Et en même temps, le dirigeable est très, très bon marché, pour ainsi dire. Donc, vous voyez quelle conclusion on peut tirer. On aura 3 ou 4 fois plus d'avantages par rapport à la distance et à la vitesse. Et en même temps, le coût sera 2 ou 3 fois moins grand. Ce qui veut dire qu'on pourra vendre donc les dirigeables plus chers, mais les produire
beaucoup moins cher. Et en fait, ainsi, avec une telle production, si on lance une production en série, on pourra déjà avoir un retour sur investissement et amortir les investissements dans l'espace d'un an. Oui, ça c'est déjà un bon point. Alors, passons à une question un peu technique plutôt, qui consiste à savoir à quelle altitude ça vole un dirigeable et les dirigeables doivent-ils avoir une autorisation pour chaque espace aérien? On pense un peu aux avions et on se demande s'il y a besoin de tracer une route type, un peu comme un plan de vol pour les avions, comment ça se passe? Да, следующий вопрос такого технического характера. Во-первых, на какой высоте могут летать дирижабли? И во-вторых, нужно ли им какое-то разрешение на полет, вот по аналогии с самолетами? То есть у них есть какой-то вот план полета? Дирижабли тоже должны по какой-то, как бы по какому-то маршруту следовать или нет? По поводу высоты. На какую высоту дирижабль проектируется, на такой высоте он и должен летать. А, Там есть как некоторые высотные коридоры, они вот воздушная система дирижабля будет рассчитана, например, на высоту там от 0 до 2 километров, дальше там от 2 до 3 километров, от 3 до 5 километров. У нас повышается давление, ну, вот растет высота, понижается давление, разряжается атмосфера. И под каждый слой, и она у нас слоистая, и под каждый слой нужно делать свои дирижабли. Они могут летать как около Земли, так и в самой стратосфере на высоте там 15-20 километров. Но тот дирижабль, который летает у Земли, не сможет летать в стратосфере. И тот, который летает там в стратосфере, он будет неэффективно летать у Земли. Но они могут летать во всех слоях. Вопрос, да, под какой ты его спроектировал. Vous savez, un dirigeable peut voler à une altitude donc pour laquelle le dirigeable a été conçu. Il y a donc une certaine plage par rapport à l'altitude, par exemple de 0 jusqu'à 2 km, 2 ou 3 km, 3 ou 5 km, parce que au fur et à mesure que l'altitude devient plus grande, la pression diminue. Et en fait, vous savez, notre atmosphère, pour ainsi dire, est faite de couches. Et en fait, il y a des dirigeables qui sont près de la Terre. Il y en a d'autres qui peuvent voler dans la stratosphère à 15 ou 20 km d'altitude. Mais vous savez, un dirigeable qui est conçu pour voler à côté de la Terre ne sera pas très efficace dans la stratosphère et vice-versa. Donc, ainsi, pour résumer, les dirigeables peuvent voler à toutes les altitudes, mais cela va dépendre de leur conception. Если мы проектируем дирижабль очень грузоподъемный, который должен носить очень большой груз, то этот дирижабль будет летать прям около Земли ну, на максимально низкой высоте. Там, это, например, 500 метров. Потому что чем плотнее атмосфера, тем больше вес может поднять дирижабль там, определенного объема. Если мы будем проектировать скоростной дирижабль, но здесь, понятное дело, он будет там ограничен скоростью там, и так далее. Если мы проектируем скоростной дирижабль, то это высота 5 километров. Там уже появляются быстрые ветра, там разряжена атмосфера немного, и там мы можем летать на дирижабле со скоростью 400 километров в час. Но это другой дирижабль, он будет даже выглядеть по-другому относительно вот того первого грузоподъемного. И вот так это работает по высоте. Vous savez comment ça marche sur le plan de l'altitude. Si on veut concevoir un dirigeable qui pourra transporter de grosses cargaisons, dans ce cas, ce dirigeable va voler à côté, donc pas très loin de la Terre, donc à une altitude plutôt basse, disons 500 mètres, parce que un tel dirigeable aura besoin d'une atmosphère plus dense. Justement pour pouvoir lever beaucoup de poids. Par contre, la vitesse de ce dirigeable ne sera pas très grande. Si, au contraire, on veut avoir un dirigeable qui aurait une vitesse grande, dans ce cas, ce dirigeable volera à une altitude de 100 km, où il y a déjà plus de vent, où il y a moins de pression dans donc, les couches de stratosphère, par exemple. Et un tel dirigeable peut développer la vitesse jusqu'à 400 km par heure. Mais ça sera un dirigeable tout à fait différent. Il aura même l'air différent. Вот. А по поводу разрешений на полеты,
Но тут уже зависит от ну, в какой конкретно стране мы пытаемся залететь. А вот у нас в России, например, первые дирижабли мы будем запускать по вертолетному. У нас в стране такое законодательство, если я сажусь там в свой вертолет, я по рации в ближайший диспетчерский пункт объявляю, я хочу лететь вот на своем вертолете из пункта А в пункт Б. Они смотрят, что там на моем маршруте, и говорят, хорошо, ты летишь через такие-то населенные пункты, высота такая-то, и все. То есть я спокойно полетел и следую тому маршруту, который они мне сказали. Вот первые дирижабли у нас будут летать так, а с большими придется разбираться. Но опять же, я говорю, в разных странах все по-разному. Есть страны, ну, с очень сложным законодательством авиационным, а есть с очень простым. Oui, vous savez, en ce qui concerne l'autorisation de vol, cela dépend du pays. En Russie, par exemple, dans les premiers temps, on va utiliser l'autorisation pour les hélicoptères. La loi en Russie stipule la chose suivante. Par exemple, j'ai un hélicoptère et je veux, par exemple, aller quelque part. Du coup, j'utilise mon moyen de communication. Je me mets en contact avec le point de dispatching et je dis je veux voler du point A jusqu'au point B. Et ils me disent à leur tour, il faut que tu passes par des villages, par exemple, machin truc, et il faut que tu sois à une altitude, machin truc. Dans le cas des premiers dirigeables, on va faire de même. On va faire ça de cette manière. Puis, lorsqu'on va passer aux grands dirigeables, on va voir. Mais encore une fois, ça dépend du pays. Il y en a où la législation est très complexe, très difficile, et il y en a où la législation asiatique est plus simple. Oui, et d'accord, donc alors on a pas besoin de faire un plan de vol, c'est, je dis, je vais du point A au point B, et puis c'est tout, quoi. Mais il va passer, oui, oui, on va lui dire par où passer. Mais bon, le risque, c'est peut-être de rencontrer un autre objet volant. Да, все равно какой-то нужен план полета, потому что понятно, да, из точки А в точку Б там пролетать через какие-то пункты можно прилететь, но риск есть всегда, да, столкнуться с другим каким-то летающим объектом. Да, поэтому обязательно, ну, как во всей авиационной технике, там есть специальная система навигации и связь с диспетчерским пунктом, который, да, ты ему говоришь, я лечу отсюда сюда, и она тебе говорит, хорошо, ты летишь, да, на такой-то высоте, и всех остальных, ну, с этой высоты убирает, естественно. Oui, c'est pour cela qu'il y a un système spécial de navigation et il faut être tout le temps en contact avec le dispatching parce que si tu dis que voilà, je veux aller du point A jusqu'au point B, ils te disent de voler à une certaine altitude et bien sûr qu'ils retirent tous les autres de cette altitude. Ok, d'accord. Bon, je fais un vol, on était à 300 mètres d'altitude, hein, donc bon, c'est pas extrêmement haut, mais aussi pour qu'on puisse voir un paysage, je pense que c'était intéressant. Mais est-ce que on envisage à ce moment-là que ce soit des vols avec un pilotage à vue, ou est-ce que on peut automatiser tout ça et est-ce que ce soit du pilote automatique comme sur les avions? Да, мы вот как раз летали на дирижабле на высоте 300 метров, не очень большая высота, но зато удобно, чтобы пейзажи разные рассматривать. Вот, а мы как рассматриваем версии с пилотом или, допустим, на какой-то, ну, на автоматическом управлении? Смотрите, первый дирижабль, который мы будем строить, вот этот демонстратор, он будет беспилотный полностью, ну, с искусственным интеллектом и так далее. Но он же, ну, его же размерность мы сделаем опционально пилотируемый. То есть беспилотный это хорошо и современно, но некоторые грузы все-таки требуется пилот, например, очень ценные какие-то. То есть он будет опционально пилотируемый. Можно ли его сделать, чтобы вместо груза он перевозил пассажиров? Можно. Вопрос, ну, нужно ли это, мы пока не уверены. Но систему вот именно автопилота беспилотного на нем мы отработаем. Дальнейшие дирижабли, конечно, будут большие, там будут и пилоты, и специальные техники бортовые, и там может доходить и 100 человек на дирижабле, и 200, и 300, то есть там очень много будет обслуживающего персонала, включая пилотов. Но вот первые, и все они будут обладать системами, естественно, автопилотов и беспилотными, но там, когда везешь людей, без других людей ответственных никак.
Так что как-то так. Mhm. Donc, lorsqu'on va lancer le premier dirigeable, le démonstrateur, hein, comme on dit, il n'y aura pas il n'y aura pas de pilote. On va utiliser l'intelligence artificielle, mais par contre, on va utiliser le même type, la même taille de dirigeable pour aussi inclure l'option donc de pilote. Ça sera optionnel. Euh, du coup, voilà. Par contre, par exemple, parfois, lorsque on transporte une cargaison très précieuse, il faut absolument un pilote, il faut un être humain. Est-ce qu'on pourra remplacer les cargaisons avec des passagers? Oui, mais est-ce qu'on en aura besoin en fait? Moi, je ne suis pas sûre, hein. De toute façon, on va bien tester l'option autoguidée avec notre première série de dirigeables. Et puis, quand on va passer au grand dirigeable, oui, on aura les pilotes, il y aura beaucoup de techniciens à bord, même jusqu'à, je ne sais pas, 100 ou 200 ou 300 personnes, y compris beaucoup de pilotes. Et bien sûr qu'il y aura l'option autoguidée aussi, il y aura en fait les deux options. Mais bien sûr que lorsqu'on transporte les gens, il faut qu'il y ait d'autres gens qui en sont responsables. C'est obligatoire. Ok, bien pris note. Alors, encore l'une ou l'autre question. Est-ce que on a parlé tout à l'heure de toutes les tâches que pouvaient accomplir nos dirigeables, mais Fedor, est-ce que tu peux nous dire quelle serait la plus rentable? Est-ce que c'est le tourisme? Est-ce que c'est autre chose? Qu'est-ce qui est le plus rentable dans un premier temps de ce que nous allons faire? Да, ты сейчас перечислил разные возможности применения дирижаблей, но что будет вот на первых этапах самым прибыльным? Туристическое какое-то применение или что-то еще? Самым прибыльным, да, скорее всего, на первых этапах это будет вообще продажа аппаратов туристических вот тем же самым арабам. И разработка спецбортов для вот того же самого Роскосмоса или Министерства природы. Это вот первое прибыльное. А Серийное производство десятитонников планируется именно самым прибыльным. То есть первое прибыльное – это построить один там туристический дирижабль и продать его арабам. Это прям очень хорошо. Потом, например, взять заказ на разработку дирижаблей для российского космоса, в заказе уже заложена прибыль. Это тоже хорошо. Но именно супер большие деньги – это, скорее всего, серийное производство вот, десятитонных аппаратов. Oui, Но j'espérais. это еще не все, да. Все-таки самые большие деньги – это будет капитализация, а капитализация компании будет расти просто от ее, так сказать, важности, значимости и распространенности. И я считаю, первая та компания, которая построит современные дирижабли, будет очень дорого стоить на рынке. Так что первая прибыль даже, возможно, и будет еще до прибыли с дирижабля, она будет просто от капитализации. Mhm. Oui, dans les premières étapes, on va, par exemple, produire le premier dirigeable et le vendre, par exemple, aux Arabes. Ça sera un dirigeable touristique, ça pourra apporter beaucoup d'argent. Puis, par exemple, on pourra prendre des commandes spéciales à partir depuis l'agence spatiale de la Russie, ou par exemple depuis le ministère de la Nature de la Russie. Mais bon, je pense que quand même, l'argent principal est dans la production en série de dirigeables qui pourront transporter jusqu'à 10 tonnes. Ça, c'est vraiment très, très rentable, peut-être le plus rentable. Mais aussi, je peux dire que beaucoup de rentabilité va venir de la capitalisation de l'entreprise parce que notre importance va se propager, pour ainsi dire. Et je pense que la première entreprise qui pourra créer les dirigeables modernes coûtera vraiment beaucoup. Ainsi, on pourra avoir les bénéfices avant même de tirer les bénéfices juste par le seul fait d'une très bonne capitalisation de l'entreprise. Oui, justement, ça me fait un peu rebondir sur la question. On a toujours parlé un petit peu tout à l'heure, c'est de dire que bon, au bout d'1 an, on peut avoir un premier dirigeable. Est-ce qu'on peut avoir une fourchette entre les 1 an et le maximum, c'est-à-dire une durée basse de réalisation et une durée la plus haute? Да, вот ты сказал, что через год уже появятся дирижабли. А можем какую-то вилку вот представить, например, минимальный срок от производства, так скажем, дирижабля и максимальный?
Первого именно дирижабля. Hmm. Первого именно. Tu parles du premier dirigeable. Oui, en fait, le minimum de temps pour qu'on puisse avoir un premier dirigeable et puis le maximum de temps pour avoir ben, quelque chose qui soit extrêmement rentable. Ну, скорее так, может быть, минимальное время, чтобы сделать первый дирижабль, и потом максимальное время, чтобы уже на какую-то прибыльность выйти. Ну, минимальное время, чтобы сделать первый дирижабль, это год, максимум полтора. А для того, чтобы выйти на его серийное производство, это еще полтора. Итого в сумме 3 года до серийного производства аппаратов, но вот и полтора до первого запуска. То есть полтора до запуска, 3 до серийного производства. А вот насчет прибыльности, оно может произойти и раньше. Когда мы через год-полтора запустим первый аппарат в воздух, мы там начнем подписывать контракты уже на строительство аппаратов, и в контрактах будут заложены авансы и, естественно, прибыли. То есть мы еще не продав ни одного аппарата, уже будем иметь прибыль в компании. Mhm. En ce qui concerne la période minimum pour construire le premier dirigeable, je dirais que c'est 1 an et demi maximum. En ce qui concerne la production de série, c'est encore 1 année et demie, ce qui fait 3 ans, donc en tout. Voilà, 3 ans jusqu'à la production de série. Et encore une fois, 1 année et demie jusqu'au lancement du premier dirigeable. En ce qui concerne les bénéfices, ça va arriver même plus tôt, d'ici 1 an ou 1 an et demi. Lorsqu'on va lancer le premier dirigeable en l'air, on aura déjà des contrats à signer. Et dans ces contrats, par exemple, il y aura des sommes, voilà, euh, il y aura des avances, par exemple, des paiements avancés. On pourra avoir tout ça sans même vendre un seul dirigeable. Donc, il y aura déjà quelques paiements avant même les bénéfices. Да, это если считать дирижабли. Но мы кроме дирижаблей еще будем заниматься стратосферными аппаратами. То есть стратосферный дирижабль– это очень прибыльная вещь, но они появятся не скоро, лет через 6, наверное. На ближайший аппарат у нас поднимется, и это будет революция, потому что стратосфера сейчас не завоевана. Вот. Но мы планируем еще раньше поднимать малые стратосферные аппараты, и я думаю, за ближайшие даже пару месяцев мы уже поднимем несколько стратосферных небольших аппаратов связи, и эти аппараты уже могут быть коммерческими. У нас вот в России есть запрос на обеспечение Северного морского пути связью, и у нас есть математические модели, сколько нужно небольших стратосферных аппаратов поднять. Там есть кольцевое стратосферное течение, ну, ветер. И чтобы эти стратосферные аппараты были неуправляемые, а просто по кольцевому течению летали, обеспечивали связью. И если мы это сделаем, то в течение года, условно, мы уже можем зарабатывать на этих аппаратах. Mhm. Euh, Oui, mais là, je parle juste de dirigeables. Sinon, il y a aussi des appareils pour la stratosphère. Je pense que les dirigeables pour la stratosphère vont apparaître d'ici 6 ans. Donc, c'est pas très bientôt. Par contre, on travaille maintenant sur les appareils pour la stratosphère parce que vous savez, la stratosphère n'est pas encore conquise. Et du coup, voilà, on va démarrer ces appareils petits pour la stratosphère d'ici peut-être même 2 mois déjà. Et en fait, c'est utile pour assurer la communication. Je peux vous dire que on a déjà donc une commande. Cela concerne la route maritime du Nord. Ils ont besoin de communication. Et on a déjà un modèle mathématique qui prend en compte le flou de stratosphère circulaire. Voilà, et en fait, ces appareils peuvent voler dans ce cercle, dans cet anneau, et assurer la communication. Si on le fait, on pourra déjà gagner de l'argent dans la première année. Je vois que c'est déjà bien avancé, il y a déjà bien beaucoup de réflexions autour de tout ça. Donc c'est la société Nova, hein, c'est bien ça, qui va donc avoir l'occasion de nous produire ces dirigeables. Est-ce que le registre du commerce est déjà établi? Il y a des gens qui demandent s'il y a déjà un document, un peu comme le registre du commerce de Sovelmash. Est-ce qu'on a le registre de commerce de Nova? Да, очень интересно, ново, да, это все называется?
некоторые люди спрашивают уже, допустим, в коммерческом каком-то регистре, вот по примеру Сувалмаш, дирижабли уже как-то записаны, они там фигурируют на бумаге. Да, фигурирует, есть российское юридическое лицо, в него уже устраиваются, часть людей устроены, ну, конструкторов, я в том числе. Мы еще не изменили название и юридический адрес этого ну, юрлица, но да, оно уже имеется. En fait, oui, on a déjà une personne morale en Russie. Les constructeurs et moi-même, les concepteurs et moi-même sont déjà inscrits dans cette personne morale. On n'a pas encore changé d'adresse juridique, mais c'est le travail en cours. К конференции, которая будет в ноябре, мы подготовим все документы по этой компании и предоставим их в открытый доступ. Pour la conférence qui aura lieu en novembre, on va préparer tous les documents et on va les mettre en accès libre. Parfait. Et si tu permets, Fédor, je sais que tu n'as pas beaucoup de temps encore, mais est-ce que tu viens encore répondre à deux, trois questions du chat? Да, Федор, я знаю, что у тебя не очень много времени, но, может быть, найдется все-таки минутка, чтобы на два-три вопроса из чата ответить. Да, давай, конечно. Oui, bien sûr. Oui, ben, quand on aime, on ne compte pas, n'est-ce pas? Ну да, когда свое дело любишь, не считаешь время. Да, я немного заболел, вы слышали то, что я, да, подкашливаю, но на работу все равно хожу. Мне так даже проще. Je suis un peu malade, je tousse un petit peu, mais je vais quand même au travail, c'est même plus facile pour moi. Bon, merci d'être avec nous. On va essayer de faire vite si tu veux nous donner juste quelques réponses rapides. Quelqu'un voudrait savoir si l'achat d'un dirigeable est à la portée de quelqu'un, d'un particulier qui voudrait en acheter un. Est-ce que les dirigeables peuvent être achetés, par exemple, par des actionnaires pour faire du transport? Мгм. Да, вопрос такой. Может ли себе позволить обычный человек покупку дирижабля? Вообще, это, в принципе, возможно. И могут ли, например, акционеры себе купить дирижабль? Смотрите, мы ставим такую задачу удешевить дирижабль, сделать его доступным. А, Сейчас это они стоят каких-то невероятных денег. И ну, вот немцы там продают, они делают один дирижабль раз в 5 лет, продают его за 20 миллионов долларов, он столько не стоит вообще. Мы ставим себе задачу их удешевить. И небольшой дирижабль, э, ну, в котором там до 6 человек сможет летать, я думаю, мы доведем до того состояния, да, что его можно будет купить. Вряд ли он будет стоить как автомобиль. Скорее всего, он будет стоить как катер. Но катер люди себе позволить могут. Так что я думаю, и дирижабль тоже смогут. Vous savez, notre tâche, c'est de rendre les dirigeables moins chers et plus accessibles. Maintenant, il y a par exemple donc déjà en Allemagne qui produisent peut-être un dirigeable tous les 5 ans et puis les vendent à 20 millions de dollars. Bien sûr que cela ne vaut pas du tout ce prix. Donc nous, on veut les rendre moins chers. Et par exemple, le petit dirigeable qui pourra contenir jusqu'à 6 personnes, je pense que oui, peut-être il n'aura pas le même prix qu'une voiture, mais peut-être il aura le prix d'un bateau électrique. Donc, c'est pas un très très bon marché, mais quand même, il y a maintenant des gens qui peuvent se le permettre. Ok, et est-ce que un particulier peut utiliser les dirigeables, notamment en Afrique, nous dit-on, est-ce qu'on peut utiliser un dirigeable en tant que particulier? А вообще, в принципе, вот частное лицо может дирижаблем управлять и на нем, так скажем, ездить, вот в Африке, например? Ну, в Африке нужно смотреть законодательство. Законы физики точно не запрещают человеку водить в Африке дирижабль. У нас вот в России, например, ну, и понятное дело, то, что вы должны это уметь делать, у вас должна быть корочка пилота, то есть вы должны отучиться. Ну, и ваше воздушное судно наверняка должно быть зарегистрировано. Но если в вашей стране это не требуется, повторюсь, да, законы физики вам это не запрещают. Bon, je ne sais pas où en est-il sur le point donc légal, je veux dire que sur le plan de la législation en Afrique, mais c'est sûr que les lois de physique ne vous interdisent pas d'utiliser un dirigeable en Afrique. Bon, en Russie, par exemple, il faut bien sûr avoir la compétence, il faut savoir euh,
diriger un dirigeable, il faut être pilote, il faut être bien formé. Euh, Par contre, et il faut bien sûr aussi enregistrer le véhicule. Je ne sais pas voilà, comment on le fait dans d'autres pays, mais encore une fois, les lois de la physique vous permettent de le faire dans chaque pays du monde. Насчет школы скажу тоже сразу. У нас в России есть школы для подготовки частных пилотов, ну и есть школы для подготовки пилотов там коммерческих авиалиний. А вот и школа для подготовки частных пилотов у нас по дирижаблям тоже такая будет создаваться на базе школы, которая уже имеется с лицензиями нужными. И мы все эти материалы, там, методологии, методички, естественно, будем транслировать в разные страны. Если появится наш дирижабль в Африке, значит, в Африке уже будет учебный центр, который обязательно вас, как частного пилота, обучит. Вы получите все необходимые навыки, документы и спокойно будете летать. Oui, vous savez, en ce qui concerne l'école, en Russie, on a des cours pour les pilotes privés et aussi pour ceux qui travaillent par la suite dans les lignes aériennes commerciales. Et nous, on veut aussi créer une école pour les pilotes particuliers, pour les particuliers sur une base d'une école qui existe déjà, qui a déjà une licence. Et bien sûr qu'on va produire beaucoup de matériel éducatif, etc. Et on va les propager dans les pays différents. Si vous allez acquérir des dirigeables pour l'Afrique, bien sûr qu'on va y organiser un centre de formation pour bien vous former, pour vous fournir tous les documents nécessaires pour que vous puissiez voler en toute tranquillité. Voilà, Kelly. Alors, les dirigeables, ça utilise quoi comme type de moteur? Électrique ou des moteurs à carburant ou les deux? Дирижабли используют какой тип двигателя? Электродвигатели или внутреннее сгорание, или могут и те использовать? Ну, как нам... Они могут использовать и те, естественно, и электрические, и внутреннего сгорания. Но, да, а использовать будут, скорее всего, и одновременно и электрические, и бензиновые. Это нам вот современное машиностроение показало, то, что исключительно электрический автомобиль, он не так выгоден, как последовательный гибрид. То есть ДВС вырабатывает электроэнергию, электромоторы крутят колеса. Вот с дирижаблями, скорее всего, получится нечто то же самое. Vous savez, je pense, oui, ça sera les deux, donc électrique et à carburant, et le plus probablement, on va les utiliser au même temps. La construction de machines modernes en tant que science nous montre que l'utilisation des moteurs électriques seuls n'est pas très efficace. Il faut utiliser les moteurs hybrides. Par exemple, le moteur à carburant ou la partie à carburant fait donc générer l'électricité et la partie électrique, donc le moteur électrique, fait tourner les roues. Et je pense qu'on va utiliser le même principe dans les dirigeables. Можно сделать чисто электрический дирижабль, можно его сделать электрический там на водородных топливных элементах, чтобы он был полностью экологичный, если стоит такая задача. Если стоит задача его экономической эффективности, скорее всего, это будет вот последовательный гибрид. Или будет стоять его задача вообще в дешевизне и в надежности, то его придется делать дизельным. Mhm. Oui, on peut le rendre purement électrique ou peut-être à base d'hydrogène pour le rendre très écologique si on aura un tel besoin. Mais si on veut atteindre les indicateurs économiques seront les meilleurs, dans ce cas, il faudra utiliser un hybride. Ou bien, si on voudra que le dirigeable soit le plus bon marché possible, dans ce cas, et très fiable aussi, dans ce cas, il faudra utiliser un moteur à diesel. Ok, alors on voudrait également savoir, bien sûr, en parlant de moteur électrique, si on va utiliser des moteurs de type Slavyanka dans ces dirigeables. Да, вот упомянули электродвигатели, сразу вопрос встает. Будут ли использоваться моторы типа «Славянка» в этих дирижаблях? Мы около месяца назад привезли дирижаблистов на завод на Соволмаш и познакомили их с Дмитрием Александровичем Дуюновым. У них уже началось обсуждение вот этой совместной работы. По первому разговору
Дирижаблисты говорили, что нужно. Дуюнов подумал и сказал, да, Соволмаш сможет сделать такие моторы, присылайте точное ТЗ. Вот сейчас формируется первый технический облик, там появятся первые требования к электромоторам, мы их пришлем в Соволмаш. И, как предварительно сказал Дмитрий Александрович, скорее всего, да, они займутся их разработкой. Vous savez, il y a un mois à peu près, on a amené les gens experts en dirigeable à Sovelmash. On leur a introduit Dmitry Dionov. Ils ont déjà eu une discussion et en fait, ces gens-là de dirigeables, euh, ils ont bien parlé de leurs besoins et Dmitry Dionov a dit qu'en fait, oui, a priori, Sovelmash peut construire des moteurs. Il faut juste des spécifications techniques et maintenant, il faut juste créer la première image technique et puis donc faire passer toutes les exigences techniques à Sovelmash et a priori oui ils sont prêts à faire les moteurs pour les dirigeables. Вот те двигатели, которые сейчас в Соволмаше делаются для мотылька, они уже подходят для вот нашего первого беспилотного дирижабля в качестве вспомогательных двигателей, которые будут помогать там при взлете, при висении на месте и так далее. Он будет оснащен и бензиновой установкой, и электродвигателями. И вот эти электродвигатели уже подходят вот от мотылька. Их просто надо будет немного адаптировать. Vous savez, les moteurs produits par Sovelmash pour, comment ça s'appelle en français? La mouche, on dit en anglais, moth, vous savez, c'est quel type? C'est peut-être pour un véhicule volant aussi. Bref, ce moteur-là, il convient déjà au premier dirigeable. Ça sera comme un moteur auxiliaire supplémentaire pour le décollage et pour les moments où le dirigeable se met voilà, en l'air sans bouger. Voilà, on aura deux types de carburant, de carburant, pardon, de moteurs à carburant et électrique. Et donc, il y a déjà un moteur qui est bien adapté. Il faut juste modifier quelques petites choses. Bon, c'est assez paradoxal parce que on va passer d'investisseur à client. En fait, pour acheter des moteurs, on deviendra, par le biais de Nova, on deviendra des clients de notre propre société Sovelmash. C'est un peu marrant. Просто очень интересно, что мы сможем, в общем-то, от инвесторов перейти к статусу клиента. Ну вот, говоря про новую, то есть получается, что Sovelmash будет выполнять заказы. То есть получается вот такое вот такое сотрудничество сразу. Ну, это нам выгодно для того, чтобы и первый проект развивался, и второму помогал. Выгодно, да, чтобы два проекта сотрудничали. Très profitable pour nous d'avoir cette coopération entre les deux projets pour développer le nouveau et aussi continuer à développer le premier. Пока Bien, дирижаблисты, пока дирижаблисты не верят в то, что у этих двигателей такие характеристики, сказали, пришлют точное ТЗ, Дмитрий Александрович разработает двигатель, приедут сами его испытывать. Пока для них это, ну, они когда увидели характеристики, сказали, что это что-то сказочное. Такого на рынке нет. Pour l'instant, les experts en dirigeables ne croient pas trop en de telles caractéristiques. Ils ont dit, oui, d'accord, on va préparer les spécifications techniques et puis on va venir nous-mêmes chez Sovelmash pour faire tous les essais. Ils ont vu les caractéristiques techniques et ils ont dit, bah non, c'est un conte de fait, ça ne peut pas exister, il n'y a pas ça sur le marché. Bon, on va voir tout ça. Une petite question rapide, Fedor, parce qu'on voudrait te laisser te reposer. Quel est l'avantage des dirigeables par rapport aux avions? C'est une question très vaste, je pense. Donc, si tu peux juste répondre en 2 mots. Да, еще буквально там пару вопросов, потом тебя, Федор, отпустим отдыхать. Еще такой вопрос, очень, правда, общий. В чем разница между дирижаблями и самолетами? Может быть, можно как-то в двух словах ответить? Можно, конечно. Самолету для создания подъемной силы нужно держать постоянную скорость и достаточно большую, потому что у него работает аэродинамика, то есть он встает на крыло. Для того, чтобы ему держать постоянную скорость, ему нужно постоянно расходовать топливо. То есть его подъемная сила постоянно требует топлива, а это требует, ну, естественно, денег, какой-то экономики. А дирижаблю для создания подъемной силы не нужно ничего расходовать. У него подъемный газ гелий, и подъемная сила создается аэростатическая.
И только для перемещения, ну, для создания пропульсивной силы, приходится тратить топливо, но это гораздо меньше того, что тратит самолет. Вот в этом их разница. Bien sûr, je peux expliquer la différence. Dans le cas de l'avion, en fait, pour assurer cette force de levage, il faut que l'avion ait une vitesse permanente qui est assez élevée. Parce qu'il y a les forces de aérodynamique qui se mettent en jeu. Il faut que l'avion se mette sur l'aile, comme on dit. Et pour cela, il faut beaucoup de carburant. Et beaucoup de carburant veut dire beaucoup d'argent. En ce qui concerne les dirigeables, c'est pas du tout le cas. En fait, pour avoir cette force de levage, on utilise le gaz qui s'appelle hélium. Et en fait, c'est déjà une force aérostatique qui se met en jeu. Euh, Après, par contre, pour avoir une propulsion, pour pouvoir se déplacer, oui, effectivement, on utilise aussi le carburant. Mais on ne l'utilise pas pour lever, pour monter dans l'air. Et du coup, un dirigeable utilise beaucoup moins de carburant qu'un avion. Дирижабль можно сравнить с лодкой или с катером. То есть у вас есть спокойное озеро, куда вы выплыли на катере, заглушили там мотор, перестали грести веслами, и с катером ничто не происходит. Он просто спокойно стоит на воде. А самолет и вертолет – это тот же самый катер, только который тонет. И вам постоянно, чтобы поддерживать его на плаву, надо выкидывать из него какую-то там воду, ну, то есть совершать какую-то работу. Вот дирижабль не надо, он может спокойно стоять на воде. А вот ни вертолет, ни самолет спокойно так сделать не могут. Un dirigeable peut être comparé à un bateau. Imaginez, vous allez sur un lac très calme et vous coupez le moteur, par exemple, et vous pouvez rester sur l'eau autant que vous voulez. Donc ça, voilà, ça va tout seul. Par contre, imaginez que dans ce cas, un avion ou un hélicoptère est tout le temps en train de noyer et vous devez tout le temps faire des efforts, faire du travail et je ne sais pas faire sortir de l'eau pour que votre bateau ne noie pas. Pareil pour les dirigeables. Le dirigeable peut rester dans l'air ou bien sur l'eau, dans notre exemple, sans rien faire, à la différence d'un avion ou d'un hélicoptère. Ok, ça nous donne un aperçu. Toute dernière question, quelle est à peu près la durée du projet dirigeable? Да, и, может быть, последний вопрос. Какая примерно будет длительность проекта дирижабля? Время для того, чтобы создать экономически устойчивый бизнес, вот мы посчитали, нам потребуется примерно от 3 до 5 лет. А сам проект, я думаю, лет на 200. On a fait quelques calculs pour créer un business économiquement stable. On pense qu'il nous faudra de 3 jusqu'à 5 ans. Et le projet lui-même, c'est pour 200 ans, je crois. Merci beaucoup, Fédor. Merci, Anastasia. Je vais vous laisser vous reposer parce qu'il est déjà tard à Moscou. Merci d'avoir été là. Je pense, Fédor, qu'il faut que tu reviennes parce que tu vois que les questions, et encore, j'ai coupé le chat. Depuis un moment déjà, les questions fusent et les gens sont intéressés quand même par l'aspect technique un petit peu, de savoir ce que ça peut apporter, quels sont les avantages. Donc, je pense qu'il va falloir que tu reviennes, on n'a pas trop le choix. Et encore, excellente soirée et on te dit à très bientôt avec tes webinaires et tout ce que tu nous apportes. Merci. Да, Федор, отпускаем тебя. Спасибо большое за всю эту информацию. Мне чат в какой-то момент пришлось вообще отключить, потому что вопросы просто льются как из рога изобилия. Очень много технических вопросов, там, про преимущества и прочее. Так что обязательно нужно, чтобы ты вернулся потом. У тебя даже нет выбора, обязательно тебе нужно будет к нам снова прийти. Вот. А так отпускаем. Отличного вечера и до очень скорых встреч. Все, спасибо, Жиль, спасибо вам всем. Вас реально много, у вас интерес. Мне нравится то, что интерес к дирижаблям такой живой. Так что я обязательно к вам вернусь. Готовьте вопросы, можете составить прям список, выслать мне его заранее. Я подготовлю на них ответы технические, там, с цифрами, с терминами. Так что скоро увидимся.
Oui, j'ai beaucoup aimé. Je vois que vous avez beaucoup d'intérêt envers les dirigeables. Ça me plaît beaucoup. Oui, bien sûr, je vais revenir. Et vous aussi, préparez vos questions. Vous pouvez en faire une liste et me l'envoyer en avance, une liste avec des questions techniques. Je pourrais me préparer en avance avec tous les chiffres et tous les termes. Donc, à très, très bientôt. Merci, bye bye. Et bien sûr, je conseillerais à tout le monde de commencer à prendre un pack de dirigeables. C'est vraiment le moment, à l'étape de pré-lancement. C'est là que vous avez le plus de parts. Alors profitez-en. Да, до скорой встречи. И всем рекомендую обязательно купить пакет в новом проекте дирижабля, потому что сейчас этап ноль предзапуска, и сейчас самые выгодные условия, наибольшее количество долей в пакете. Все, и да, хочу еще кое-что сказать, то что первый туристический дирижабль, естественно, мы арабам продавать не будем, мы будем на нем проводить конференции Solar Group, и, может, даже на нем, естественно, полетим в Африку. Так что скоро увидимся. Oui, je vais ajouter encore un truc. Bien sûr qu'on ne va pas vendre le premier dirigeable touristique aux Arabes. On va y organiser les conférences de Solar Group et on va aussi le prendre pour aller en Afrique. Donc oui, on va se voir très bientôt. Все, пока-пока всем. Salut. Paca, paca.